Bonjour, je suis content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Moi, je viens de la région, c'était pas trop compliqué de me rendre ici ce matin, alors tout a bien été. Je suis bien content de vous parler des deux programmes pour lesquels je suis responsable à l'agence. Parfait. Donc, premièrement, le programme des enquêtes criminelles. Comme de raison, on enquête sur des programmes d'évasion fiscale, fraude fiscale, d'autres genres de crimes sur les lois fiscales. Et s'il y a lieu, suite à l'enquête, de faire un renvoi au service des poursuites pénales qui, eux, vont déterminer si on fait un dépôt d'accusation ou non. Le deuxième programme que je vais vous parler, c'est le programme, ça s'appelle le PERI, le programme d'examen des revenus illicites. C'est un programme civil, contrairement à l'autre programme pour lequel je suis responsable. Et puis, c'est un programme qui fait des vérifications civiles sur des personnes qui auraient des revenus illicites. Souvent, ça peut être relié au crime organisé, par exemple. Et lorsqu'on trouve des revenus qui n'auraient pas été déclarés, on peut agir et puis s'assurer qu'on récupère les sommes qui sont dues au fisc. Je vais commencer avec le programme des enquêtes criminelles, puis suite à quoi je vais passer au PERI. Donc, le programme des enquêtes criminelles, l'administration centrale est à Ottawa. On a 700 personnes qui travaillent dans ce programme-ci, dans 7 bureaux régionaux. Nos enquêteurs sont dans les bureaux régionaux. On a un à Vancouver, un à Calgary, 2 dans la région de Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Nos enquêteurs sont des personnes qui ont des titres comptables, personnes qui ont étudié en comptabilité. Donc, s'il y a du monde intéressé, je peux prendre des CV après. Puis, on a également des personnes qui sont des analystes en information judiciaire. Ça, ces personnes-là, ils ont étudié en informatique. C'est des personnes, lorsqu'on fait une perquisition, c'est ces personnes-là qui vont rentrer sur les lieux, prendre le téléphone intelligent, prendre l'ordinateur. Ils ont la capacité et les compétences afin de rentrer dans ces ordinateurs-là pour obtenir la preuve qu'on a besoin dans nos dossiers. Donc, enquête criminelle, contrairement à l'évitement fiscal, il y a un élément d'intention et les conséquences, si la personne est trouvée coupable, elle peut faire de la prison comme de raison, il peut avoir des pénalités imposées par la Cour et avoir un dossier criminel. Mais il faut se rappeler que nos dossiers qu'on reçoit à l'agence, c'est des dossiers qui, en grande partie, nous proviennent de nos collègues du côté civil. Donc, il faut regarder quand on les reçoit s'il y a un potentiel d'enquête, oui, mais il faut également vérifier que l'information qui nous est donnée de la part de nos collègues du côté civil, c'est de l'information qu'on peut utiliser dans nos enquêtes criminelles. Peut-être, si je peux me permettre une petite question pour vous, M. Ferron, pour reprendre la balle au bon sur ce sujet-là. Est-ce par exemple, un dossier d'avoir net qui aurait été monté par un vérificateur civil pourrait être utilisé dans une enquête criminelle au PEC? Merci pour la question. Donc, mes enquêteurs, ils doivent s'assurer que les droits des contribuables ne sont pas brimés. Puis ici, je veux dire les droits qui sont protégés sous la Charte des droits et libertés. Vous connaissez tous probablement la décision Jarvis, ce qui dit qu'un vérificateur civil ne peut pas utiliser ses pouvoirs de contrainte pour faire progresser une enquête criminelle. Donc, si un vérificateur du côté civil trouve de la preuve d'évasion fiscale, il doit arrêter son enquête et nous faire un renvoi du côté des enquêtes criminelles. Ce qui en est pour les avoirs nets, donc ça va dépendre. Si le vérificateur ne savait pas que c'était un dossier d'évasion fiscale et a fait son avoir net, oui, il peut nous le renvoyer. Ce n'est pas problématique. Mais s'il avait déjà en tête que c'est un dossier criminel et fait son avoir net, ça, c'est problématique et ça, on ne devrait pas le recevoir. Donc, les priorités du programme des enquêtes criminelles. Dans les 10 dernières années, on fait des enquêtes beaucoup plus grosses. Juste, par exemple, dans 50% des enquêtes complexes qu'on fait ont maintenant une possibilité d'impôt impayé d'au-delà d'1 million de dollars.
Et puis, si on regarde ça, les 5 dernières années, comparativement aux 5 avant ça, c'est 3 fois plus de dossiers de 1 million de dollars et plus qu'on fait. Des dossiers qu'on fait, c'est des dossiers plus compliqués. Ça veut dire également des dossiers qui ont une composante souvent internationale, des stratagèmes fiscaux très sophistiqués préparés par des promoteurs. Il peut y avoir également des dossiers de fraude liés aux prestations. On a vu beaucoup avec la COVID, par exemple. Et puis, on a des dossiers conjoints. On travaille avec d'autres corps d'enquête, souvent la GRC. Et puis, je peux vous dire qu'à peu près 10 % de nos dossiers qu'on a présentement, c'est des dossiers qu'on a avec et qu'on fait avec nos collègues. J'ai parlé de la GRC, mais il peut y avoir l'OPP, il peut y avoir d'autres corps d'enquête. On est aussi un des 13 partenaires dans le régime canadien de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Donc, l'Agence est autorisée d'enquêter le blanchiment d'argent qui découle des délits fiscaux. En d'autres termes, s'il existe de la preuve que le suspect qui avait commis de l'évasion fiscale et ensuite a tenté de dissimuler son produit du délit fiscal, on a le pouvoir d'enquêter, oui, le délit fiscal, mais également le blanchiment d'argent. Mais dans d'autres cas, c'est quelqu'un comme la GRC qui va venir nous taper sur l'épaule, qui va venir nous demander de la collaboration dans leur enquête. Alors, dans ces cas-là, on va prendre l'exemple encore de la GRC qui aurait un dossier de drogue, par exemple. C'est eux qui enquêtent la drogue comme de raison, c'est eux qui enquêteraient le blanchiment d'argent et nous, à l'Agence, on serait responsable pour la fraude fiscale. Mais la preuve qui est recueillie peut être utilisée dans les deux dossiers. En termes de processus, il y a diverses sources de renseignements qui peuvent amener les enquêtes criminelles à commencer une enquête. Comme je vous ai dit, beaucoup de nos dossiers nous arrivent de nos collègues du côté civil. Enfin, c'est à peu près 60 % de nos dossiers qui nous arrivent de nos collègues civils. Je vous ai parlé également de nos collègues policiers GRC qui nous envoient des dossiers. Il peut y avoir également des tips, ce qu'on appelle là, des particuliers qui vont nous donner de l'information qui peut être suffisant pour nous à commencer une enquête basée sur cette information-là. Mais on peut également trouver de l'information qui peut être dans les journaux, par exemple, qui nous donne assez de raisons pour commencer une enquête. Donc, une fois qu'on commence l'enquête, on doit déterminer si elle est viable et puis si elle est appropriée selon l'ensemble des circonstances. Puis là, il faut commencer puis récolter de la preuve. Donc, oui, on peut interviewer du monde, on peut interviewer des particuliers, on peut interviewer des témoins. On peut également utiliser des ordonnances judiciaires. On parle ici d'ordonnances de communication, souvent utilisées avec les banques afin d'obtenir l'information qu'il y a dans les comptes de banque. On peut également faire des perquisitions. Lorsqu'on fait des perquisitions puis qu'on rentre chez du monde, la sécurité de nos enquêteurs nous est à cœur comme de raison. Et contrairement à l'IRS, mes enquêteurs ne sont pas armés. Et donc, c'est la GRC, c'est la police locale qui va venir assurer notre sécurité. Ils rentrent dans les lieux en premier, sécurisent les lieux, suite à quoi mes enquêteurs peuvent rentrer. Et tout nouveau également, depuis le mois de septembre, on a des nouveaux pouvoirs, des mandats généraux qui viennent compléter les outils auxquels on a le droit dans le Code criminel. À la fin de l'enquête, s'il y a lieu, si on croit qu'il y a assez de preuves, si on croit qu'on devrait faire un renvoi au SPPC, on prépare le tout avec la preuve qui a été accumulée, on renvoie ça au SPPC. C'est eux qui vont déterminer si on fait un dépôt d'accusation ou non. Et sous quelle loi? Ça peut être la loi sur le revenu, la loi sur la taxe d'assises ou le Code criminel. Maintenant, Revenu Québec, c'est eux qui vont être responsables pour les dossiers de TPS. Mais quand ça vient à l'impôt éludé sur les revenus non déclarés, ça serait une de nos deux agences. Donc, c'est important qu'on communique bien ensemble afin qu'on n'est pas en train de faire un duplicat de nos ressources et puis que seulement une des deux agences prend le dossier. Monsieur Ferron, vous avez mentionné que, dans le fond, tantôt, les enquêtes, tout ça, sont de plus en plus complexes. On a beaucoup entendu parler de l'arrêt Jordan. Quelles répercussions ça a eu vraiment sur votre travail comme enquêteur? Donc,
merci pour la question. L'arrêt Jordan, comme vous savez, c'est l'arrêt qui dit que la personne a le droit de se faire juger dans un délai raisonnable. Ce délai-là on commence le cadran lorsqu'il y a un dépôt d'accusation. Donc, le dépôt d'accusation a lieu après mon enquête, après l'enquête de mes enquêteurs et après le renvoi, puis c'est une fois que le SPPC nous autorise à faire le dépôt d'accusation. Donc, les personnes qui ont le cadran, là, finalement, devant eux, c'est le SPPC. Mais ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on doit faire certain qu'on fait un renvoi au SPPC qui est bien ficelé, qui est très bien préparé pour pas qu'on cause des pertes de temps au SPPC. Alors, je dirais que l'arrêt Jordan n'a pas eu un impact direct sur nous, mais ça renforce le fait qu'on doit être bien préparé. Donc, les avis de mesure d'exécution. Une fois qu'un dossier, on a les résultats de la poursuite, le juge s'est prononcé, on a la sentence, on peut émettre, on émet tout le temps des mesures d'exécution qui va expliquer un peu le dossier, la personne a été trouvée coupable et la sentence. Ça l'aide pour l'intégrité du régime fiscal, comme de raison, mais ça fait aussi en sorte qu'on prévient les Canadiens des genres de stratagèmes frauduleux qui peuvent exister, puis de faire attention à cela. Donc, les mesures d'exécution, oui, on en a, puis la grande majorité, c'est une fois qu'on a la décision du juge. Mais ça peut arriver qu'on va avoir une mesure d'exécution qu'on va faire peut-être au moment du dépôt d'accusation, ou même si on faisait, par exemple, quelque chose d'une grande envergure, peut-être beaucoup de perquisitions synchronisées au travers du Canada, ça pourrait mériter un avis d'exécution. Puis je peux vous dire qu'ils sont pas mal populaires, ces avis-là. Je peux vous dire que quand je parle avec ma belle-mère, elle les a lus, puis elle m'en parle. Mais il y a aussi les autres Canadiens. Au mois de février, par exemple, on en avait un, c'était une personne qui s'avait enfui du Canada, puis finalement, quand il était revenu, on avait été capable de l'attraper, puis il avait eu son procès. Puis on a annoncé le résultat de cela. Il y a eu finalement 165 éléments de nouvelles à son actif juste sur ce dossier-là. Alors, 165 éléments d'actifs, ça rejoint des millions de personnes, j'imagine, au Canada. Donc, les résultats. Je vous ai dit des plus gros dossiers. On a parlé de prison tantôt. Donc, dans les 5 dernières années, il y a 135 contribuables qui ont été trouvés coupables. Dans un moment de COVID, c'est quand même pas pire. Et puis, 58 de ces 135-là, c'est des personnes qui ont eu de la prison pour un total de plus de 108 ans. Donc, c'est sérieux. Et puis, en plus, il y a eu des amendes là-dedans de 25 millions de dollars pour ces personnes-là. Puis, ces personnes-là doivent également repayer l'impôt qu'ils n'avaient pas payé. Monsieur Ferron, on parle de statistiques. On a tous entendu parler des Panama Papers, les Pandora Papers, toutes les fuites de données qu'il y a eu dans la dernière décennie. On n'a pas vu beaucoup d'accusations de condamnation criminelle en matière avec ces fuites-là. Pouvez-vous nous en parler peut-être un peu? Pourquoi? Oui, absolument. Donc, tous les papers, c'est vrai que les affaires criminelles, il n'y a eu aucun dépôt d'accusation présentement, mais ça ne veut pas dire que l'agence ne prend pas ça au sérieux. Premièrement, on est très actif dans le domaine, puis c'est pas parce que le nom d'une personne est dans un de ces papers-là que ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Je peux vous donner un exemple. Dans les Paradise Papers, 80% des noms qui étaient là-dedans, il n'y avait rien fait de problématique. Et donc, ça démontre quand même que c'est pas tous des criminels qui sont dans ces listes-là. Puis le travail du côté civil, c'est quand même long. Ça peut prendre des années à compléter une vérification. Mais ça peut donner des bons résultats. Comme par exemple dans les Panama Papers, mes collègues du côté civil ont eu 83 millions de dollars en impôts fédéraux et pénalités qui ont été capables d'avoir. Puis c'est pas fini. Ils ont encore des vérifications qu'ils font. Puis ceux qui prennent plus de temps, souvent, c'est parce que c'est ceux qui sont plus compliqués. Donc, ils continuent à travailler là-dedans. Du côté des enquêtes criminelles, les Panama Papers, on a eu un total de 6 enquêtes. 3 d'eux autres ont été fermées. Il en reste 3 qui continuent. Et puis,
C'est des dossiers compliqués. Il ne faut pas oublier ces dossiers-là. C'est des dossiers à l'international. Plus difficile d'obtenir la preuve et ça prend plus de temps. C'est plus complexe. Puis aussi, c'est complexe pour nous, mais c'est plus complexe pour le SPPC lorsqu'ils reçoivent le dossier. On parle de milliers et de milliers de pages à revoir pour le SPPC. Ça peut leur prendre bien au-delà d'1 an à revoir un dossier avant qu'ils nous autorisent un dépôt d'accusation. Et en plus, il y a eu la COVID. La COVID, comme de raison, ça a eu un impact sur les enquêtes. Mon travail ne me permet pas de faire du travail virtuel. On ne fait pas une perquisition de façon virtuelle. Il faut aller face à face, il faut rentrer dans les lieux. Les entrevues, il faut les faire face à face dans bien des cas. Et c'est des choses que pendant la COVID, c'était sur pause. On n'avançait pas beaucoup. Donc, pas d'entrevue, pas de perquisition ou très peu, faisait en sorte qu'il y a moins de renvois. Et moins de renvois veut dire moins de dépôts d'accusation et moins de décisions devant la Cour. Mais je peux vous dire que les choses ont progressé depuis la COVID. Donc, la dernière année fiscale qui a fermé à fin mars, là, on a eu 2 fois plus de perquisitions qu'on a faites cette année-là que l'année d'avant ça. Puis, je peux vous dire que cette année, ça donne à être encore meilleur. Donc, partenariat. Comme je vous ai parlé déjà, on a beaucoup de partenariats avec nos collègues policiers, GRC, mais on a également d'autres partenaires tels que la CANAF étant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Eux, leur but, c'est d'effectuer, ils regardent dans les établissements financiers, ils regardent l'information. Leur but, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent puis le financement des activités terroristes. Puis les renseignements puis les transactions financières qu'ils trouvent nous sont grandement utiles aux affaires criminelles. Je peux vous donner un exemple. On avait un dossier conjoint avec la GRC, un dossier de prêt puis fraude hypothécaire et d'évasion fiscale. Puis la CANAF a été capable d'identifier à peu près 50 millions de transactions dans les comptes bancaires du suspect puis de certains de ses associés. Cette information-là a permis à la GRC et mes enquêteurs, donc l'agence, de faire des ordonnances de communication auprès des banques afin d'obtenir l'information qu'on avait besoin. Et ultimement, en 2023, on était capable, grâce à toute la preuve qu'on avait accumulée, de faire un dépôt d'accusation contre plusieurs de ces individus-là pour évasion fiscale. On fait également partie de d'autres groupes. Un de ceux-là, on appelle IMLIT. Ça, c'est l'équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent. Ça réunit différents corps d'enquête, tels la GRC, la CANAF, nous autres. Puis ensemble, on va travailler sur le blanchiment d'argent puis le produit de la criminalité à l'échelle nationale. On a également un PPP, un partenariat public-privé national. C'est avec les grandes banques du Canada, également avec l'Association des banquiers canadiens et la CANAF. Puis ensemble, on travaille sur des enjeux comme des raisons reliés aux crimes financiers, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Notre PPP nous a permis de créer des indicateurs, des typologies que nos partenaires peuvent utiliser après ça pour identifier l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. À l'international, l'agence fait partie du J5. Le J5, c'est avec 4 autres pays. On est 5 pays total, J5. Et donc, ensemble, on travaille sur des menaces qu'on a, des menaces communes. Les 5 pays, l'Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis, donc avec nous, on est les 5. Et puis, on travaille à recueillir de l'information, on partage des renseignements, on a des opérations conjointes également avec nos partenaires et on apprend un de l'autre. Les enquêteurs apprennent les meilleures pratiques de nos collègues. Un exemple de ce qu'on fait aussi, par exemple, on appelle ça le challenge. Le challenge, on fait ça à chaque année. On prend certains de nos meilleurs enquêteurs, on les met dans une pièce des 5 pays, là, et puis, on a des experts en crypto-monnaie également qui sont là. On a des scientifiques de données. Et puis, ensemble, on leur dit, vous ne sortez pas jusqu'à temps que vous nous trouvez des dossiers enquêtés. Je exagère un peu, mais pas beaucoup. Ils travaillent très fort ensemble, de façon coordonnée, pour être capables de trouver des dossiers à enquêter, puis des dossiers à l'international. Donc, le J5 également
créé le Global Financial Institution Partnership, en français le Partenariat international des institutions financières. C'est un PPP similaire à celui que je vous ai parlé du côté national, mais est à l'international, avec les plus grandes banques internationales. Ça a été créé en 2022. Puis au début, on aurait pu aller dans bien des directions, puis il y avait bien des sujets qu'on aurait pu regarder, mais on a décidé de s'attarder pour commencer sur 3 sujets. Donc, TBML, je t'ai dit que ça se traduit en blanchiment d'argent lié au commerce. On a également la criminalité liée à l'identité. On a entendu beaucoup parler avec, par exemple, les bénéfices reliés à la COVID, et également l'utilisation abusive des technologies financières. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille avec nos partenaires sur ces sujets ici. Beaucoup de réunions virtuelles avec nos partenaires privés et les gens du J5. Et nous allons nous rencontrer à la fin octobre au Canada. On a au-dessus d'une centaine de personnes des plus grandes banques et nos partenaires du J5 qui viennent à Ottawa pour finaliser et discuter de ces 3 sujets ici, puis également pour préparer les autres choses à venir. Donc, je vous avais dit que je vous parlerais du PERI également, le programme d'examen des revenus illicites, commencé seulement en 2023. C'est cotisation des vérifications civiles. On a à peu près 80 vérificateurs partout au Canada et 3/4 de nos dossiers nous proviennent de nos partenaires policiers GRC et à peu près 50% de ces dossiers-là, c'est des dossiers reliés à de la drogue. Donc, comme vous savez, peu importe comment on gagne notre revenu, on doit le déclarer à l'agence, mais je suis certain que vous n'allez pas être surpris. Là, la plupart de ces personnes-là qui ont des revenus illicites choisissent de ne pas le déclarer à l'Agence du revenu. Donc, quand on reçoit un renvoi, premièrement, on doit examiner, il doit être examiné par le programme des enquêtes criminelles. Tout rentre par cette porte. Et eux vont déterminer si le dossier devrait aller au PERI ou rester aux affaires criminelles. Différentes choses qu'ils vont prendre en considération, c'est, premièrement, est-ce que ça rentre contre les priorités qu'on a aux affaires criminelles, l'impôt potentiel à payer, les ressources nécessaires pour faire un tel dossier, y a-t-il de la preuve? S'il n'y a pas de preuve qui peut être amassée ou récoltée, ça serait très difficile qu'un dossier de la sorte reste du côté criminel. C'est-tu dans l'intérêt public? Si on fait un renvoi au SPPC, comme de raison, on va regarder s'il y a assez de preuves pour faire un dépôt d'accusation, mais il regarde également si c'est dans l'intérêt public de le faire. Également, je vous ai parlé des problèmes de charte. Si on a un problème de charte, c'est peut-être que le dossier est mieux placé avec le PERI. Donc, ultimement, on regarde si le dossier est mieux servi du côté civil ou du côté criminel. Maintenant, si le dossier se rend au PERI, lorsque nous vérifions les particuliers qui tirent du revenu illicite, c'est très rare qu'ils ont de la documentation sur le montant de drogue qu'ils auraient volé, puis ils n'ont pas beaucoup de reçus. Donc, on doit avoir des vérifications, utiliser des vérifications indirectes du revenu, puis la méthode de l'évaluation de la valeur nette est souvent utilisée. Ultimement, on peut cotiser le revenu non déclaré, mais également, on peut imposer des pénalités qui peuvent équivaloir à 50% de l'impôt à payer. Et puis, une fois que la vérification est terminée, on doit travailler très rapidement afin de mettre nos mains sur cet argent-là parce que souvent, il y a des risques que cet argent-là disparaisse. On peut utiliser à ce moment-là des mesures judiciaires telles que des ordonnances de recouvrement compromis. Donc, en lien avec le PERI, M. Ferron, j'aurais 2 questions pour vous. Oui. Premièrement, une fois qu'un dossier est transféré au PERI, est-ce qu'il peut par la suite être retourné aux enquêtes criminelles? Donc, on ne veut pas que le dossier transige entre les 2 programmes. Alors, c'est pour ça que les affaires criminelles vont le regarder en premier, pour déterminer s'ils vont le garder ou non. Et puis, on veut s'assurer qu'on ne va pas avoir des problèmes de Jarvis. Donc, la plupart du temps, quand un dossier va aux affaires civiles, il ne va pas revenir aux affaires criminelles. Je dis la plupart du temps, c'est presque tout le temps, mais je me garde une porte en cas qu'un jour, on trouve quelque chose que, pendant la vérification civile, on ne voyait pas venir, qu'on ne savait pas, c'est un crime complètement différent. On pourrait renvoyer le dossier du côté criminel si on devait trouver quelque chose que personne ne connaissait.
Puis un peu sur le même thème, est-ce que c'est possible des fois qu'une vérification au PERI soit conduite parallèlement avec une enquête criminelle d'un autre corps de police ou d'un autre organisme? Oui, absolument, mais dans ces cas-là, il faut coordonner ça avec le corps d'enquête, parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est nuire à l'enquête criminelle. Donc, ça nous demande de coordonner un peu puis d'avoir des bonnes discussions avec le corps d'enquête. Merci. En termes de nos résultats, programme tout nouveau depuis, comme je vous ai dit, ça fait un an, depuis 2023, on a tous nos vérificateurs. Mais dans cette année-là, on a quand même été capable de faire 117 vérifications, ce qui représente plus que 95 millions de dollars de revenus non déclarés provenant où on soupçonne que ça provient de revenus illicites. Puis ça représente plus de 50 millions d'impôts, pénalités puis d'intérêts cotisés. Maintenant, l'argent que nous recouvrons, c'est bon pour le fisc, c'est vrai, mais il faut se rappeler que des revenus illicites sont souvent utilisés pour investir dans des activités illicites. Alors, qu'est-ce qu'un vendeur de drogue va faire avec son argent? Bien, souvent, ça peut être utilisé pour acheter d'autres drogues, acheter des armes à feu. Et donc, je dois dire, ce programme ici a un impact non seulement sur le fisc, mais ça a un impact également sur rendre nos communautés plus sécures. Et je pourrais dire, c'est pour ça que nos partenaires aiment tellement nous renvoyer des dossiers, parce qu'ils savent qu'on a un vrai impact sur dans les communautés. Je vais donner un exemple. Dernièrement, on a un dossier qui nous arrive, c'est un dossier de la GRC et la FBI, un dossier conjoint en Ontario. Ils font une perquisition. Lors de la perquisition, ils trouvent 1 million de dollars en argent comptant. Ils trouvent 70 kg de cocaïne et 4 kg d'héroïne. Dossier fini au PERI, comme des raisons de côté, la GRC continue leur enquête avec l'FBI. On rend compte, le PERI, que la personne avait sous-déclaré ses revenus. La personne avait une propriété qui était inscrite au nom de son épouse et de son fils. La propriété avait été achetée pour 1,7 million de dollars en avril 2021 et il avait utilisé une mise de fonds d'1 demi-million de dollars. Le suspect déclarait un revenu nominal et on savait que l'épouse et le fils n'avaient pas un revenu suffisant pour financer l'achat. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait dans leur compte de banque beaucoup de dépôts, des grandes sommes qui avaient été déposées et après utilisées pour faire l'achat de la maison. Et donc, et après ça, en 2023, au mois de juin, la maison était revendue pour au-delà de 2 millions de dollars. Donc, le PERI détermine qu'il y avait une dette de 1 million de dollars d'impôts sur le revenu et au-dessus de 200 000 $ de dette pour la TPS-TVH. La date de clôture pour la maison était la fin septembre, puis il n'avait pas acheté une autre maison. Donc, un grand risque que cet argent-là était pour disparaître à la fin septembre lorsque la maison était pour être vendue. Alors, les vérificateurs du PERI ont travaillé de concert avec l'équipe de recouvrement de l'agence et les services juridiques. Et ensemble, on a fait des requêtes à la Cour fédérale pour recouvrer immédiatement la dette fiscale. Et puis, ça a été fait au mois de juillet. Donc, ça vous montre comment rapidement on était capable de mettre nos mains sur cet argent-là. Puis, qu'est-ce que ça représente en termes d'argent? C'était la valeur nette de la propriété qui était de 780 000 $ qui a été versée à l'agence en guise de règlement, ainsi que 184 000 $ qui étaient dans les comptes conjoints qui ont été versés à la Cour fédérale. Donc, un programme pour lequel je suis extrêmement fier, qui a des vrais résultats, que nos partenaires aiment beaucoup également. Et puis, c'est quelque chose qui fait en sorte que je crois que nos communautés, comme j'ai dit, sont beaucoup plus sécures. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, c'est bonjour. Je vais ajuster ça un petit peu. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous entretenir d'approches en matière de vérification, en matière de conformité fiscale à Revenu Québec. Donc,
La présentation va se dérouler comme suit. Donc, je vais vous entretenir là, de la conformité fiscale et de la mission de Revenu Québec. On va également voir ce que Revenu Québec fait comme activité pour aider à la conformité fiscale et finalement ce que Revenu Québec fait pour assurer la conformité fiscale. Madame Deslauriers, peut-être pour débuter, pourriez-vous nous parler un peu des facteurs puis de l'analyse des facteurs que vous regardez justement pour parler de conformité fiscale? Oui, merci pour la question. Donc, tout d'abord, comme vous le savez, Revenu Québec a une mission à réaliser. Donc, c'est-à-dire de contribuer au développement économique et social du Québec en assurant, évidemment, le financement des services publics. Puis pour ce faire, bien, on soutient les citoyennes, les citoyens, les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Puis on veille à ce que, évidemment, chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels ils ont droit. C'est vrai, il y a certains facteurs là, qui peuvent influencer la conformité fiscale. On a juste à penser à la complexité des lois fiscales. On peut penser aussi à la confiance des contribuables dans l'équité du système fiscal. Il y a aussi certains secteurs économiques et d'autres facteurs, entre autres. Mais Revenu Québec mise sur ces activités de sensibilisation, de prévention, d'accompagnement pour favoriser la conformité fiscale et pour les contribuables et les mandataires là, qui ne se conforment pas. Évidemment, Revenu Québec déploie ces mesures pour assurer l'équité, pour assurer la conformité fiscale, tels que, évidemment, les différents programmes de vérification. Et pour poursuivre là-dessus, Mme Deslauriers, je ne sais pas si vous seriez en mesure de nous donner un aperçu de l'ampleur des recettes qui sont générées par les activités de Revenu Québec, puis peut-être même plus particulièrement là, des activités de contrôle fiscal. Oui, c'est une bonne question. Puis simplement pour vous situer, voici quelques chiffres là, qui sont tirés du rapport annuel de gestion au 31 mars 2023. Ça nous montre l'ampleur des montants. Donc, on peut voir à l'écran que Revenu Québec perçoit 163,5 milliards de recettes, procède à 44,6 milliards de remboursements en impôts et taxes et on a 3 milliards là, qui proviennent des activités de contrôle fiscal. Donc, comme le profil des contribuables et mandataires peut varier, il est important de répondre là, aux besoins de tous pour favoriser l'autocotisation. Donc, Revenu Québec a vraiment la volonté, en toutes circonstances, d'aider, d'accompagner, puis évidemment d'assurer une vigie là, auprès de l'entièreté de sa clientèle. Madame Deslauriers, pourriez-vous nous donner des exemples concrets des efforts que Revenu Québec fait pour aider justement les contribuables à se conformer à leurs obligations? Bien, comme vous le savez, Revenu Québec réalise annuellement de nombreuses activités de prévention pour s'assurer que la clientèle visée comprend et respecte ses obligations fiscales. Puis à titre d'exemple, donc Revenu Québec a transmis récemment à certaines entreprises une lettre là, de prévention concernant le calcul de pourcentage d'utilisation des automobiles pour fins professionnelles et personnelles. Puis je vous dirais, là, justement, compte tenu de la COVID, nos habitudes là, de déplacement ont modifié. Donc, on vous encourage à revoir là, le pourcentage d'utilisation pour s'assurer du bon montant là, d'avantages imposables. Il y a une autre lettre qui a également été envoyée en lien avec la production électronique et plus précisément les obligations qui concernent la transmission et le paiement par voie électronique qui sont en vigueur depuis janvier 2024. Puis il y a également une dernière lettre là, que je pourrais vous mentionner pour les nouveaux inscrits. Donc, c'est une lettre là, qui mentionne certains conseils, des éléments à faire attention, en fait. Donc, par exemple, s'assurer là, de produire la déclaration de taxes, puis porter une attention particulière là, sur la fréquence de déclaration, également l'admissibilité des CTI et RTI versus les biens acquis à des fins personnelles, puis évidemment l'obligation là, de produire une déclaration d'impôt. Revenu Québec mise sur une relation de confiance
avec sa clientèle et souhaite la soutenir adéquatement pour favoriser la conformité fiscale. Donc, on a mis en place un programme d'accompagnement à l'intention des PME. Et des travailleurs et travailleuses là, autonomes. Ce programme-là a vu le jour en 2017 et connaît là, un franc succès. Donc, évidemment, l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'offrir à notre clientèle un accompagnement individuel et personnalisé selon leurs besoins. Évidemment, selon le profil de l'entreprise, il y a plusieurs sujets là, qui peuvent être couverts, comme l'utilisation d'un bureau à domicile, par exemple, le lieu de fourniture, les déplacements automobiles, frais de repas et représentation. Mais une chose qui est importante à retenir là, pour ce programme d'accompagnement-là, c'est que les informations obtenues dans le cadre de ce programme-là ne seront pas utilisées, évidemment, aux fins de vérification fiscale. On offre également des accompagnements de groupe. Donc, on donne des explications, on répond aux questions, que ce soit en taxes, en impôts des sociétés et en retenue à la source. On aborde également les crédits d'impôt qui sont vraiment destinés là, aux PME et à l'utilisation de nos services en ligne. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est évidemment, c'est un programme d'accompagnement pour les PME, mais je vous dirais qu'il y a un programme similaire qui existe là, pour la clientèle des particuliers. Question pour vous. En termes d'aide à la conformité fiscale, quelle forme prend le soutien offert aux PME? Est-ce qu'il y a des ressources spécifiques qui sont prévues? Revenu Québec offre justement un soutien spécifique aux PME là, pour les crédits d'impôt des sociétés. Puis ça, c'est un projet qui vise à informer la clientèle et à la soutenir là, pour bénéficier des crédits d'impôt auxquels elles ont droit. Puis, il y a des initiatives qui ont été mises en place là, pour ça, telles que le croisement de données, pour voir si certaines entreprises pourraient bénéficier de certains crédits alors qu'ils ne l'ont pas fait. Puis, dans ces cas-là, quand c'est détecté, il y a des lettres qui sont envoyées, là, le cas échéant, à ces entreprises-là pour qu'ils valident si ils respectent là, les critères et si, dans l'affirmative là, de procéder à la demande de crédit d'impôt. Puis cet exercice-là, ça a été fait, là, entre autres, pour les crédits pour les travailleurs d'expérience et les crédits pour personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. En 24-25, donc dans l'exercice là, actuel, il va y avoir des communications ciblées auprès des PME pour certains crédits d'impôt là, qui visent à favoriser l'investissement et l'innovation. Puis il y a également, je vous dirais, là, toujours pour soutenir là, les PME, le site web informationnel là, qui est bonifié en conséquence. Puis je vous mentionnerai là, que durant l'exercice 23-24, il y a plus de 7700 actions en information et soutien qui ont été réalisées. Puis concernant... Vous aviez une question par rapport à la boîte courriel? Oui, ça, par rapport en termes de ressources spécifiques, là, est-ce qu'on peut penser à une ligne de téléphone dédiée, une boîte courriel spécifique pour faciliter les communications? Bien, quand on a ciblé justement là, les entreprises puis qu'on envoie la lettre, il y a une adresse courriel qui apparaît là, au niveau de la lettre. Donc, pour des informations là, supplémentaires. Donc, toujours pour aider à la conformité fiscale, donc Revenu Québec a implanté une procédure visant à faciliter les contribuables pour le suivi des pertes fiscales. Donc, en quoi consiste là, cette procédure? Donc, c'est de transmettre aux contribuables qui ont fait l'objet d'un redressement là, suite à une vérification au niveau de leur perte fiscale, donc un tableau justement de ce suivi de perte, ainsi qu'une lettre les invitant à venir corriger ou du moins à
à prendre en compte là, ce tableau de pertes-là pour les années subséquentes. Donc, évidemment, c'est de toujours promouvoir là, le principe de conformité fiscale volontaire puis d'améliorer notre service. Puis, je vous dirais que pour l'exercice 23-24, on a plus de 5200 tableaux de suivi de pertes qui ont été envoyés là, aux contribuables concernés. Maintenant, pour l'échange de documents. Donc, évidemment, auparavant, on avait uniquement là, les bons canaux traditionnels là, qui étaient envisageables, donc la bonne vieille poste, puis les accueils là, de Revenu Québec. Durant la pandémie, donc, on a développé un nouveau service qui a été déployé là, au printemps 2023, puis qui vise à offrir une solution là, simple, sécuritaire, moderne pour l'échange de documents en format numérique. Donc, ce service devient également une alternative là, à l'utilisation des courriels sécurisés pour l'échange de documents qui comportaient là, certaines limitations. Donc, ce service est l'espace collaboratif là, et d'échange virtuel. L'acronyme, là, c'est le CECEV. Puis, voyant évidemment le succès de ce déploiement, puis le bénéfice pour la clientèle, donc il y a plusieurs travaux qui sont en cours présentement pour venir bonifier l'outil et il y a une campagne promotionnelle là, qui se tiendra d'ici la fin de l'année. Je vais maintenant vous amener sur un autre thème, là, soit le thème de la vérification fiscale. Est-ce que vous pourriez nous parler là, de certains secteurs de l'économie qui sont d'actualité, là, puis qui font actuellement l'objet d'une attention plus particulière là, de Revenu Québec? Oui, merci pour la question. Donc, pour assurer la conformité fiscale, bien, il doit y avoir des contrôles. Donc, c'est important là, par souci d'équité envers les entreprises. Donc, la non-conformité fiscale, ça peut être dû à de simples erreurs, là, que ce soit des erreurs mathématiques, des erreurs administratives, de la mauvaise interprétation fiscale ou en toute connaissance de cause. Donc, dans le but de s'assurer que les contribuables et les mandataires respectent leurs obligations prévues aux lois et aux règlements, donc, Revenu Québec vise évidemment à assurer la conformité fiscale et se centre sur ces programmes de vérification et d'inspection. Les vérifications de Revenu Québec sont parfois effectuées, on le sait, là, sont parfois effectuées dans les bureaux de Revenu Québec ou au bureau des contribuables. Mais soyez assurés que la décision d'effectuer la vérification à la place d'affaires ou non d'une entreprise sera toujours pris en considération là, par le vérificateur lors de la planification de son mandat et ça sera bien entendu discuté avec l'entreprise concernée. Puis pour ce qui est du volet là, des activités d'inspection, celles-ci sont effectuées par la Direction générale des enquêtes, des inspections et des poursuites pénales et dans des secteurs là, tels que la restauration, bars, carburant, tabac, hébergement touristique, également les entreprises de services monétaires et le transport rémunéré de personnes. Maintenant, voyons certains domaines ou activités, programmes de vérification sur lesquels on va se concentrer plus particulièrement dans les prochains mois et sur les prochaines années. Donc, que ce soit en grande entreprise ou au niveau des PME. Donc, tout d'abord, Revenu Québec s'intéresse au secteur ou activités émergentes, donc la crypto-monnaie. Donc, comme vous pouvez constater à l'écran, il y a eu une croissance importante du nombre d'entreprises ayant déclaré avoir reçu ou aliéné là, des crypto-actifs. Donc, on passe là, en 2021 de 903 entreprises à plus de 7000 en 2024. Donc, cette croissance est directement liée au fait que Revenu Québec a procédé à diverses modifications sur ces formulaires là, en lien avec la crypto-monnaie. Donc, la CO17 a été modifiée en 2020 pour permettre aux entreprises de déclarer la réception ou l'aliénation de monnaie virtuelle. Il y a une question qui a été ajoutée, toujours à la CO17, là, la case 19A,
qui permet d'identifier les entreprises qui ont gagné des revenus provenant d'activités commerciales effectuées sur Internet. Puis, il y a également une autre question qui a été ajoutée à la case 19B pour les transactions là, effectuées avec les cryptoactifs. Considérant l'émergence de la crypto-monnaie durant les dernières années, certaines modifications législatives là, ont été apportées, notamment dans le secteur du minage là, de monnaie virtuelle, qui ont un impact direct sur la régularité du comportement fiscal des entreprises en matière de conformité. Donc, il existe des difficultés d'application de ces nouveautés fiscales. Donc, Revenu Québec développe là, des activités de sensibilisation pour les entreprises concernées. Par exemple, par le biais de lettres là, de sensibilisation et d'appels téléphoniques également. Mais finalement, on vous invite à consulter l'information fiscale sur le site de Revenu Québec là, concernant l'utilisation de la monnaie virtuelle, notamment là, dans les cas d'acquisition de biens et de services, conversion en devises monétaires, échange contre une autre monnaie virtuelle ou dans le cas là, des ventes et dons de monnaie virtuelle. Donc, un autre secteur d'importance, les planifications fiscales agressives. Donc, Revenu Québec intensifie ses activités de vérification dans le cadre du programme de divulgation volontaire. Donc, on a ajouté une opération là, déterminée qui vise le fractionnement de revenus. Puis ce nouvel élément-là là, sera discuté par mes collègues là, demain lors d'une présentation. Or, dans le cadre de ce programme-là, donc les divulgations obligatoires, il y a des projets qui ont été mis sur pied pour cibler spécifiquement les contribuables là, qui omettraient de produire les formulaires de divulgation obligatoires. Puis ces contribuables-là vont faire l'objet de vérifications quant aux opérations réalisées et se verront imposer là, les pénalités propres au programme, le cas échéant. Donc, Revenu Québec intensifie également ses activités de vérification portant sur les règles anti-évitement, notamment celles qui sont prévues à l'article 308 et suivant. Donc, on vous rappelle l'importance d'être au fait des nouveautés entourant le calcul du revenu protégé, puis de considérer tous les impacts là, potentiels liés à un versement de dividendes ou à un rachat d'actions là, qui entraînerait un dividende réputé. Donc, avant de passer au prochain sujet, Mme Deslauriers, êtes-vous en mesure de fournir des détails quant à l'étendue des effectifs chez Revenu Québec qui sont dédiés aux planifications fiscales agressives? Oui, je vous dirais qu'annuellement, il y a environ 150 employés qui sont alloués à la lutte aux planifications fiscales. Puis, moi, quelque chose que je me suis toujours demandé, là, c'est les planifications fiscales agressives, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques décennies. C'est quoi le degré de collaboration entre Revenu Québec et l'ARC dans le cadre de ces vérifications-là? Est-ce qu'il y a un partage de ressources ou d'expertise? En effet, le Revenu Québec et l'ARC travaillent vraiment de concert pour intensifier les activités de vérification en matière de planification fiscale agressive. Je vous dirais qu'on a plusieurs comités qui ont été mis sur pied puis qui se rencontrent environ 2 à 3 fois par année. Puis ça a toujours là, un objectif là, d'optimiser le contrôle fiscal des deux agences. Merci. Puis peut-être juste un petit mot là, par rapport au support technique qui est partagé. Donc, les deux agences là, vraiment participent à des formations communes, peuvent s'échanger finalement des formations. Puis, évidemment, on a des échanges là, sur les positions fiscales qui ont lieu, évidemment, dans le respect là, de nos ententes intergouvernementales. Donc, maintenant, les traitements fiscaux incertains. Donc, on a eu beaucoup de questions là, sur le sujet. Donc, un rappel, là, suite au communiqué de Finances Canada là, en février 2022,
concernant ce sujet. Donc, Revenu Québec qui est venu s'harmoniser par le biais du bulletin d'information 2022-4. Donc, ce qu'il mentionne, c'est qu'une société déclarante ayant l'obligation de produire une déclaration de renseignement concernant un traitement fiscal incertain pour l'application de la législation fédérale sera tenue de divulguer à Revenu Québec pour une année d'imposition débutant après le 31 décembre 2022. Puis, la divulgation va se faire au moyen d'un formulaire prescrit et devra être transmis au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la société pour l'année d'imposition donnée. Le formulaire devra être accompagné d'une copie de la déclaration de renseignement et de tout document transmis au fédéral. Donc, sous peine, évidemment, d'une pénalité de 100 $ par jour jusqu'à un maximum de 5 000. Pour ce qui est du formulaire de Revenu Québec, il est en production, il devrait sortir sous peu. Donc, on prévoit cet automne. L'automne va jusqu'en décembre, donc ça devrait s'en venir. Donc, puis entre-temps, ce qu'on vous demande, c'est d'envoyer une lettre, puis accompagnée du formulaire fédéral, le RC 3133. Maintenant, un autre secteur, le camionnage. Donc, depuis quelques années, Revenu Québec a mis en place des actions visant à intensifier ses interventions dans cette industrie-là, notamment en matière d'information puis de sensibilisation. Revenu Québec collabore avec l'ARC pour s'assurer que ces entreprises-là respectent leurs obligations fiscales. Donc, les deux organisations se sont rencontrées à maintes reprises depuis 2020 pour coordonner les interventions respectives. Donc, à compter de cet automne, Revenu Québec prévoit transmettre des lettres de sensibilisation qui sont destinées à des sociétés de camionnage nouvellement inscrites. Et évidemment, il y aura également d'autres actions à venir. Puis pour ce qui est de l'aspect de conformité fiscale, donc au cours de la dernière année, Revenu Québec a doublé ses efforts investis dans les activités de contrôle fiscal dans le secteur du camionnage. Plus particulièrement au niveau des donneurs d'ouvrages et des sous-traitants. Puis, on va poursuivre dans ce sens. Maintenant, pour le transport rémunéré de personnes, donc, ce qu'on entend par là, donc, vraiment transporter les passagers, soit par taxi ou autres véhicules, à des prix qui sont réglementés par la loi. Également, le transport de passagers par des véhicules automobiles moyennant un prix et que le transport est organisé et coordonné par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Le plus bel exemple que tout le monde connaît, évidemment, c'est Uber. Donc, les travaux de vérification consistent à valider les écarts entre les déclarations de taxes de vente et les données du MEV-Web. Donc, il y a eu une intensification également des efforts investis dans cette activité-là au cours de la dernière année et ça va se poursuivre. Puis on est en train de regarder aussi, en fait, de déterminer quels seraient les meilleurs canaux de communication pour transmettre les messages de sensibilisation aux chauffeurs au sujet de leurs obligations fiscales. Donc, bien entendu, les lettres de sensibilisation. Tantôt, on a parlé des séances d'information par l'équipe d'accompagnement. Et évidemment, le site de Revenu Québec est toujours mis à jour, donc beaucoup d'informations pour que les chauffeurs soient à l'affût de cette information-là. Donc, je terminerai la présentation avec le secteur des soins personnels. Donc, c'est un secteur qui regroupe la coiffure, les salons d'esthétique, la massothérapie, les soins du corps, qui est un secteur économique qui est touché par l'évasion fiscale, évidemment, en raison des revenus non déclarés. Donc, à l'automne 2023, Revenu Québec a transmis plus de 2000 lettres de sensibilisation aux particuliers en affaires qui offrent dans ce secteur-là.
Il y a également le service d'accompagnement qu'on a vu au tout début, là, au niveau des travailleurs autonomes puis des entreprises qui est offert à la population qui opère dans ce domaine-là. Puis pour ce qui est des travaux en cours, donc, en plus des activités déjà existantes, donc sensibilisation, accompagnement, les vérifications standards, donc Revenu Québec a amorcé le développement d'une stratégie d'intervention adaptée à ce secteur-là pour s'assurer de la conformité fiscale dans le secteur là, des soins personnels. Donc, ça conclut ma présentation. Je vous remercie de votre attention, puis j'espère que ces informations-là vous seront utiles. Donc, merci beaucoup. C'est bon, ça. Puis le clicker. Nous, on se trouvait un peu serré, donc on prend nos aises. Puis c'est aussi un remaniement de la salle qui est nécessaire pour clairement qu'il y ait une coupure. Les propos ici n'engagent que nous et non pas les autorités fiscales qui se sont prononcées précédemment. Donc là, clairement, on passe à la dernière portion de la présentation. On nous a mandaté pour vous parler des modifications législatives récentes qui touchent à la vérification fiscale. Le mandat d'origine, c'était vraiment d'insister sur les modifications de 2024. Je me suis permis une liberté éditoriale de parler des nouveautés un petit peu plus vieilles. Question de mettre la table pour le sujet principal qu'on s'est partagé, les modifications de 2024. Moi, quelque chose que j'aimerais ramener à l'attention de tout le monde, c'est les modifications de décembre 2022 à l'article qui prévoit la collecte de renseignements, l'article 231.1. Il a été modifié en réponse à la décision Cameco qui prévoyait que les autorités fiscales ne pouvaient pas forcer de tenue d'interrogatoires oraux dans le cadre de vérification. Cependant, c'est important que sur notre radar, on se souvienne que les modifications vont beaucoup plus loin que ça. Moi, le paragraphe qui attire mon attention là, depuis cette modification-là, c'est le paragraphe E qui prévoit qu'on doit fournir aux autorités fiscales dans le cadre d'une vérification toute l'aide raisonnable concernant quoi que ce soit. Donc là, vraiment, là, la limite, c'est l'imagination. En pratique, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter, ça? On va le voir dans les prochaines années. Aujourd'hui, mon propos va être sous l'angle de la création de documents. Les autorités fiscales ont énormément de pouvoir pour forcer la transmission de documents, collecter des faits. La plus grande limite, c'est le secret, le privilège avocat-client. Mais une autre limite qui existait, puis ça a été consacré dans la décision AMDOC en 2015, c'est que les autorités fiscales ne pouvaient pas forcer la création de documents, seulement la fourniture de faits, d'informations existantes. Donc, qu'en est-il de ce principe-là post-amendement 2022, juste pour relancer la réflexion, peut-être comprendre l'étendue de ce que ça va pouvoir représenter, ce changement-là. Les notes explicatives sous l'alinéa D fournissent davantage d'informations que sous l'alinéa E. Là, le E, c'est toute l'aide raisonnable concernant quoi que ce soit, rien n'est dit. Mais sous D, la modification qui est proposée, c'est que les autorités fiscales, maintenant, peuvent forcer la transmission d'informations dans la forme qu'elles précisent. Donc, quelque chose qu'on pouvait imaginer là, qui aurait pu arriver avant, c'est un contribuable qui se fait demander de l'information, format d'origine chiffrier Excel, puis de manière à collaborer, mais ne pas trop faciliter le travail des autorités fiscales, décide de fournir l'information imprimée. Donc, plutôt que les autorités fiscales puissent se promener dans le chiffrier Excel, comprendre les formules, faire leur propre simulation, on leur fournit des documents papier. Là, clairement, avec la modification qui est faite à D, on peut exiger que l'information soit transmise dans la forme que les autorités fiscales l'exigent. Ça ne sera pas possible de jouer à des jeux de la sorte dans le futur, là, ça c'est clair. Mais ça va au-delà de ça. Dans les notes explicatives, on vient dire que le format d'une réponse, ça peut être notamment de fournir sous une forme telle qu'une feuille de calcul, donc peut-être même créer une feuille de calcul, créer un tableau, et même au moyen d'un organigramme. Donc, un client qui n'aurait pas une structure corporative consignée sous forme d'organigramme pourrait être contraint d'en créer un de manière à répondre à la question dans le format indiqué.
Puis c'est précisément sur ça que Amdocs portait en 2015. Donc moi, j'en ai parlé au début au soutien du principe qu'on ne peut être forcé de créer un document nouveau. Amdocs, c'était la création d'un organigramme. Donc clairement, on a voulu viser ça à D. Par contre, malgré ce changement-là, je pense qu'il va encore avoir un argument raisonnable à faire que le principe général demeure. Une vérification, ça porte sur la collecte de faits et non pas la création de contenu original. Si on va dans Cameco, la décision de la Cour d'appel fédérale qu'on a voulu renverser via ces modifications-là, on parle de l'obligation d'aider, le même terme qui est repris là, au paragraphe E, qui est très général, puis on dit que l'obligation d'aider, ça s'applique à la recherche, à l'examen ou à l'analyse de documents, mais je pense que c'est conséquent avec ce qu'une vérification c'est, ça porte sur la collecte de faits. C'est de l'information de niveau 1. On peut forcer la transmission sous n'importe quelle forme, mais ça ne veut pas pour autant dire, je pense, pour l'instant, sous réserve des interprétations à venir par les tribunaux de ces nouvelles dispositions-là, qu'on peut être forcé d'interpréter, d'organiser les données de la manière que les autorités fiscales le souhaitent. En pratique, là, vous avez des états financiers, on ne peut pas vous forcer à les vérifier, vous n'avez pas d'évaluation, on ne peut pas vous forcer à en créer une, vous n'avez pas un mémo d'analyse juridique, on ne peut pas vous forcer à le créer. Ça porte vraiment sur la collecte de faits. Mais ceci étant dit, je pense que c'est intéressant à garder sur notre radar. C'est quoi les applications pratiques créatives qu'on va voir de 231.1.1e. Autre sujet d'actualité, depuis le 1er janvier cette année, les opérations d'évitement qui pourraient être susceptibles de déclencher l'application de la règle générale anti-évitement fédérale sont assujetties à une pénalité. Pas une nouvelle pour nous au Québec. Depuis 15 ans, on compose avec ces pénalités-là. La portion qui est somme toute nouvelle pour nous, c'est que malgré 15 ans d'existence, on n'a toujours pas de jurisprudence qui implique la pénalité règle générale anti-évitement québécoise. Une des causes probables de l'absence de jurisprudence après 15 ans, c'est que ces pénalités-là sont souvent réglées dans un contexte québécois. Les autorités fiscales québécoises, généralement, ont beaucoup plus de flexibilité dans le cadre de règlement. On prend en considération vraiment le risque juridique, puis on règle davantage sur une base économique, alors qu'au fédéral, on insiste pour qu'il y ait un principe juridique qui soutienne le règlement. Donc, ces pénalités-là, bien qu'elles existent depuis 15 ans, on risque de les voir davantage dans les prochaines années. Oui, parce que l'ARC va les appliquer également, mais aussi parce qu'ils vont peut-être coller davantage, puis ça va prendre davantage d'arguments créatifs pour essayer de s'en défendre ou de les mettre de côté dans le cadre d'un règlement. Petite parenthèse d'autopromotion, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On a donné une conférence l'an dernier de 45 minutes juste sur ce sujet-là, lorsque ces mesures-là étaient sur le point d'entrer en vigueur. Il y a un texte qui est sur le point d'être versé dans l'un des moteurs de recherche bien connus sur cette question-là. Donc, si ça vous intéresse, moi, ça me fait un plaisir de vous en parler, puis je vous référerai à ce matériel-là. Mais je pense que c'est important de comprendre que ces pénalités-là vont davantage coller dans le futur puis de l'avoir sur notre radar. Donc, principal sujet pour aujourd'hui, les modifications annoncées dans le budget de 2024. Et pour moi, dernier sujet dont je traite avec vous aujourd'hui, la possibilité pour les autorités fiscales de forcer des réponses sous serment dans le cadre d'une vérification. Moi, je vous dis d'emblée, ce nouveau pouvoir-là, ça peut paraître très solennel, mais je pense qu'en pratique, dans le cadre d'une vérification civile, ça va avoir peu d'impact. Puis, je prends la peine de dire dans une vérification civile parce que mon collègue Olivier, quand on préparait la conférence, lui, il va toucher à ce pouvoir-là dans un contexte d'utilisation des déclarations sous serment dans un contexte criminel. Il va avoir des vues différentes, mais dans un contexte civil, moi, je ne vois pas en quoi ça va avoir un impact matériel, ce changement-là. Les autorités fiscales ont déjà un éventail de pouvoirs pour forcer un contribuable à collaborer dans le cadre d'une vérification, puis à lui faire payer le prix de son inaction. Celui qui est le plus important au fin de la discussion aujourd'hui, c'est le fait que le contribuable supporte le fardeau en matière fiscale. Si un contribuable change, avant même que ce pouvoir-là existe, si un contribuable change de version dans le cadre d'un litige fiscal, puis litige au sens large, depuis le début de la vérification, c'est du filet mignon pour un procureur de la Couronne en matière fiscale. Mes plus belles histoires, moi j'ai travaillé 4 ans de l'autre côté de la clôture. Si un contribuable dit que son intention était A dans le cadre de la vérification, B aux oppositions, puis dans la boîte aux témoins, l'intention est rendue C, que ce soit sous serment ou pas, zéro crédibilité, sans crédibilité, impossible de rencontrer son fardeau. Donc, les conséquences sont réelles sur ses chances de succès, sous serment ou pas. Une des choses
que ma collègue a commenté. Davies a écrit un article très complet lorsque ces propositions-là étaient faites dans le budget de 2024. D'ailleurs, je faisais le commentaire à Marie-France que David Sherman les cite, donc un hit de plus dans Carswell. Une des choses que Marie-France et l'équipe soulèvent, c'est qu'en théorie, là, maintenant, une déclaration sous serment fausse, ça peut être du parjure selon le code criminel. Fait que c'est sûr que ça l'ajoute à l'aspect solennel quand l'agence va faire une demande, donnez-nous de l'information sous serment, ça peut sensibiliser les contribuables au sérieux de collaborer, puis à quelque part, les faire penser aux conséquences réelles que ça va avoir sur les chances de succès de leur dossier, peut-être même à des conséquences externes à leur dossier strictement fiscal. Ceci étant dit, en pratique, puis c'est le commentaire que je faisais à Marie-France, je pense que c'est bien l'aspect solennel, c'est bien de faire comprendre aux contribuables qu'une vérification, c'est sérieux, puis pour libérer un peu l'inventaire des autorités fiscales, bien, si vous n'avez aucune chance de succès, c'est dites donc la vérité d'emblée, puis tassons le dossier de l'inventaire. Mais en pratique, des parjures ou des déclarations sous serment fausses, il y en a des dizaines à tous les jours. Dans des interrogatoires préalables puis à la cour, des contribuables qui mentent, c'est déjà monnaie courante, puis à notre connaissance, il n'y a pas de dossiers qui sont transférés aux affaires criminelles pour des raisons de parjure. C'est peut-être annonciateur d'une nouvelle tendance, mais à ce stade-ci, si déjà c'était un moyen qui devait être utilisé, il le serait déjà. Donc, moi, pour compléter, dans le fond, c'est que maintenant qu'on peut forcer des interrogatoires, à vrai dire des réponses sous serment, dans un contexte d'interrogatoire ou de demande d'information, je pense que les meilleures pratiques demeurent. J'ai insisté depuis le début sur éviter les contradictions. En pratique, comment est-ce qu'on le fait? On s'assure de conserver l'ensemble des informations qui sont fournies aux autorités fiscales dans le cadre d'une vérification de côté dans un fichier qui va être partagé avec l'ensemble des intervenants dans un dossier. Souvent, ces dossiers-là sont longs. Ils peuvent durer une dizaine d'années. La mémoire corporative s'effrite. Il y a du roulement à l'interne dans l'entreprise. Il y a plusieurs professionnels externes différents qui vont être impliqués. Donc, même en l'absence de mauvaise foi, puis même des gens qui ne veulent pas mentir, les versions peuvent être légèrement différentes d'un document à l'autre. La manière de l'éviter pour présenter un discours cohérent, crédible, c'est de s'assurer que tous les intervenants ont accès à la même information. Puis ça, souvent, comme professionnel qui travaille de ce côté-ci de la clôture maintenant, c'est vraiment un point faible chez nos clients. Là, quand on reçoit les dossiers, les autorités fiscales, leur univers de documents est beaucoup mieux délimité que l'univers de documents avec lequel on peut avoir à composer. L'autre point, c'est l'asymétrie informationnelle. Au début d'une vérification, les autorités fiscales ne savent rien, dépendent complètement du contribuable, mais à mesure que la vérification va avancer, l'information possédée par les deux parties va s'arrimer. Donc, en tout début de vérification, il peut être tentant des fois d'exagérer un peu certains faits pour que la vérification se ferme ou pour convaincre les autorités fiscales, mais ces exagérations-là, ces excès de confiance-là de début de dossier vont faire extrêmement mal plus tard quand, via les pouvoirs importants de collecte d'informations dont on discute aujourd'hui, l'agence va être en mesure de trouver les faits et va être en mesure de les nuancer. Puis rapidement, là, je parlais dans un contexte de collecte d'informations, mais maintenant, on peut avoir des interrogatoires oraux dans le cadre de vérification depuis 2022. Bien là, deux choses qui peuvent être faites. Premièrement, la meilleure pratique, c'est de demander que les réponses puissent être fournies par écrit. Bon, là, réponses fournies par écrit, on se dit, OK, c'est dans le but de permettre à l'avocat de les réviser ou de les écrire. La réalité, c'est pour permettre au client d'avoir la chance de rafraîchir sa mémoire, de consulter les intervenants appropriés, puis de réviser les documents qui sont nécessaires à fournir la réponse. Dans la pratique, dans le monde corporatif, il y a du roulement, comme je le disais, les vérifications prennent beaucoup de temps. Répondre à des réponses orales sans être préparé, c'est une recette pour un désastre. Donc, les questions écrites permettent justement de circuler l'information à l'interne dans les grandes organisations, puis de fournir des réponses qui sont précises, que les clients vont être en mesure de supporter tout le long du litige. Puis, dernier point, pour l'instant, il n'y a rien qui est dit au Canada dans la loi de l'impôt sur le revenu là-dessus, mais ces interrogatoires-là conduits dans le cadre de la vérification, ça serait peut-être bon de prévoir des procédures similaires à celles qui existent pour les interrogatoires hors cours préalables dans le cadre d'un litige en cour canadienne de l'impôt. Présence d'un sténographe, présence d'avocat, de manière à nous assurer que, dans le fond, la vérification demeure ciblée, puis également que on puisse s'en remettre à une transcription neutre plutôt qu'aux notes du vérificateur plus tard dans le processus.
Sur ce point-là, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des garanties procédurales qui sont fournies dans le cadre des interrogatoires en cours de vérification. Ici, c'est un sujet nouveau. Il n'y a rien qui est prévu, mais il n'y a rien qui porte à croire que les autorités fiscales ne sont pas prêtes à collaborer pour s'entendre sur des paramètres qui vont être acceptables pour toutes les parties lorsque ces interrogatoires-là vont être conduits. Donc, ça fait le tour pour moi, puis je passe la parole à Olivier qui va notamment nuancer mes propos sur les déclarations sous serment. Oui, dans le fond, moi, je vais reprendre la balle au bon là, pour parler un peu des impacts pénaux et constitutionnels que les nouveaux pouvoirs de vérification pourraient avoir. On s'entend qu'on est dans une situation où c'est du droit nouveau, c'est des pistes de réflexion que je vais émettre, mais ça n'a pas encore passé le test des tribunaux, puis ça serait intéressant au courant des prochaines années de voir si ce n'est pas des pistes là, qui pourraient être regardées dans certains dossiers. Pour repartir un peu d'où Dominique était parti là, avec les modifications qui sont arrivées en 2022, bien, il a parlé de 231.1 qui prévoit aussi qu'un vérificateur là, a maintenant le pouvoir de contraindre un contribuable à l'accompagner dans un lieu pour répondre à des questions. Et ne pas respecter là, ce pouvoir-là pourrait amener un contribuable à une amende de 25 000 $ et une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 12 mois. La question dans un contexte qui peut être soulevée dans ce contexte-ci, c'est est-ce que je suis détenu si jamais le vérificateur exerce ce pouvoir-là, puis est-ce que c'est un pouvoir qui est assimilable à la détention? Il y a la Cour suprême en 2009, là, dans l'arrêt Subaru, qui a défini la détention comme étant la suspension du droit à la liberté d'une personne par suite d'une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l'État. On s'entend ici, on n'est pas dans un contexte où il y a une contrainte physique. Là, à votre place, je ne serais pas trop inquiet qu'il y ait une vérificatrice qui débarque chez moi demain matin pour me passer les menottes. On n'est pas encore rendu là, quoique à la vitesse où les vérificateurs se font ajouter des pouvoirs. Peut-être c'est une surprise qu'on aura dans le budget de 2025, mais pour le moment, on n'est pas encore à une contrainte physique. Mais clairement, lorsqu'un contribuable peut subir une amende de 25 000 $ ou une peine d'emprisonnement de 12 mois, je pense qu'on peut facilement conclure qu'il y a minimalement là, une contrainte psychologique. Donc, on pourrait être dans une situation où on pourrait assimiler ce pouvoir-là à de la détention. Au niveau de la Charte canadienne, il y a l'article 7 qui prévoit le droit à la liberté. Ce droit-là prévoit en temps normal là, qu'une personne qui est convoquée à une réunion ou qui assiste à une rencontre a le pouvoir là, de quitter à tout moment. À partir du moment où on lui retire ce droit-là, on se retrouve dans une situation où il y a de la détention et que l'individu a certains pouvoirs ou certains droits là, que lui octroie la Charte, notamment là, aux articles 9 et 10. L'article 9 étant l'article général là, qui prévoit une protection contre la détention arbitraire. Et c'est surtout à l'article 10 que c'est intéressant parce que je pense que si un vérificateur, dans une situation où il voulait contraindre un contribuable à le forcer à l'amener dans un lieu pour répondre à des questions, je pense que ça pourrait être de la détention et que l'article 10 prévoirait des protections minimales à un individu qu'on devrait, là, minimalement, là, au paragraphe A et B, là, on voit à A que l'individu aurait le droit d'être informé des motifs de sa détention. Donc, à ce moment-là, avant de contraindre un individu à venir répondre à nos questions, il faudrait que cet individu-là, le contribuable, sache pourquoi on le fait venir et non pas qu'on le prenne en souricière en l'invitant à une rencontre et en lui déballant notre sac là, uniquement à cette rencontre-là. Puis à B, je pense que aussi minimalement, on devrait permettre l'assistance d'un avocat et informer là, le contribuable de ce droit-là. En même temps, ça permettra à un avocat de l'informer de ses droits puis d'être présent si jamais il y a des questions qui violeraient ses droits constitutionnels et qui pourraient mettre en jeu aussi là, des documents qui pourraient être protégés. La question se pose à savoir, oui, bien, c'est bien beau ça, mais quelle serait la réparation qui pourrait être possible? Bien, on a vu dans Jarvis, là, notamment une réparation par l'article 24 de la Charte qui prévoit que si des documents ont été obtenus en violation des droits constitutionnels d'un contribuable ou d'un accusé, mais ces documents-là peuvent être exclus de la preuve. Donc, la même question pourrait se poser potentiellement dans un dossier civil. Si je suis contraint par un vérificateur à lui fournir des informations dans une rencontre où j'ai été obligé d'aller et que ce vérificateur-là ne m'a pas permis là, mes droits qui sont prévus à l'article 10 de la Charte, mais potentiellement que ça pourrait donner ouverture là, à une réparation en vertu de 24
pour exclure là, la preuve dans un éventuel litige qui aurait été divulgué ou obtenu par le vérificateur dans le cadre de cette rencontre-là. Si on poursuit dans les nouveaux pouvoirs là, qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui devraient être en vigueur sous peu, on a à 231.41 le pouvoir d'envoyer une mise en demeure là, pour transmettre des documents ou des informations là, par le moyen d'une déclaration sous serment. Comme Dominique disait, dans une pratique civile, ça ne change pas nécessairement grand-chose puisqu'il y a déjà beaucoup de pouvoir du vérificateur d'envoyer des demandes péremptoires ou même d'émettre des cotisations arbitraires là, s'il n'y a pas eu de collaboration d'un contribuable. Par contre, là où peut-être il va y avoir des questions à poser au vérificateur, si jamais le vérificateur insiste pour contraindre une personne à venir dans un lieu, insiste pour signer des déclarations sous serment, mais je pense que les questions vont devoir se poser au vérificateur, à savoir mais quelle est l'intention derrière ça? Est-ce qu'on est toujours vraiment dans une intention de conformité fiscale et de vérifier la conformité fiscale ou est-ce qu'il n'y a pas une arrière-intention de monter un dossier là, pour les enquêtes, auquel cas là, on pourrait se retrouver dans une relation contradictoire où Jarvis prévoit qu'il pourrait avoir une violation des droits des contribuables. Un autre thème, un petit aparté que je voulais faire avec vous ce matin, puis l'objectif n'est pas de faire peur à tout le monde puis que personne n'aille de fun au banquet à soir, mais je pense qu'il y a, on voit dans certains nouveaux pouvoirs que les professionnels sont de plus en plus visés par les autorités fiscales, autant au pénal que par diverses pénalités qui les visent. Donc, on voit dans le nouveau pouvoir de vérification à 231.9 la possibilité d'envoyer un avis de non-conformité à toute personne, donc pas seulement aux contribuables. Donc ça, il pourrait avoir un avis de non-conformité qui soit envoyé à un comptable et que si le comptable ne répond pas à la satisfaction des autorités fiscales, le comptable pourrait se voir imposer une amende là, allant jusqu'à 25 000 $. Autre exemple récent qu'on a vu qui est rentré en vigueur en 2023 là, avec les nouvelles opérations à signaler, mais encore là, le professionnel peut être visé d'une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 $ et des honoraires, plus les honoraires qui ont été facturés. Marie-France va revenir un petit peu là-dessus tantôt, là, mais je pense qu'on peut se demander jusqu'où on va pouvoir étirer le concept des pénalités pour demeurer dans des pénalités civiles et non pas dire qu'on est rendu dans des pénalités qui sont punitives. Dernier point que je veux aborder avec vous ce matin, on en a glissé un mot pendant le balayage hier, mais c'est la décision Courteau où, encore une fois, c'était un professionnel fiscaliste qui avait été visé par les autorités fiscales, ici Revenu Québec, et qui était accusé là, d'avoir aidé à commettre une infraction. Dans ce dossier-là, ce qui était particulier, c'est que Revenu Québec avait fait le choix de pousser le dossier avant même que le contribuable ait été condamné à quelconque infraction. Donc, même si le contribuable n'avait pas encore été condamné, Revenu Québec souhaitait absolument aller chercher un jugement contre le professionnel. Et c'est un peu un éditorial que je vais faire, là, mais ce qui a un peu sauvé le professionnel dans ce dossier-là, si on regarde au paragraphe 196, la Cour vient dire que, en ce qui concerne la société Little River, le défendeur produit une lettre intitulée « Opinion » datée du 8 août 2007 et adressée au conseil d'administration de la société Little River. L'objectif de cette lettre est de rassurer le conseil d'administration sur les transactions auxquelles fait référence le document et préciser que ces dernières sont légitimes. Le seul sens logique à donner à ce document est que le défendeur s'est assuré auprès des administrateurs et actionnaires que les sociétés visées par les transactions là, étaient légitimes. Et ça, je pense que comme professionnel, ça va être important, sachant qu'on a de plus en plus de risques, de pénalités, de plus en plus de risques aussi au niveau pénal, de documenter nos dossiers et d'informer, surtout si on a des clients un peu plus cow-boys ou qui, dans des transactions qui sont plus sensibles, ça va être important de documenter nos dossiers pour s'assurer là, qu'on ait des traces comme quoi on a été comme professionnel diligent dans des dossiers. Et à 204, là, c'est un peu ce que la Cour vient de dire, que le document qui avait été préparé par le fiscaliste mettait la base là, d'une démarche positive du défendeur qui s'était assuré de la légitimité des transactions. Donc, le fait pour le défendeur d'avoir monté un dossier dans lequel il était en mesure de prouver sa diligence l'a possiblement sauvé dans ce jugement-là.
Donc, pour continuer un peu, je vais continuer sur les propositions législatives qui sont bien sûr pas encore adoptées et on verra ce qui va se passer dans les prochains mois si elles le seront. Mais ce qu'on voulait vraiment mettre en relief, c'est les préoccupations qui proviennent des propositions qui ont été annoncées avec le budget puis qui ont ensuite été remaniées un peu après certains commentaires, là. Mais le premier, c'est vraiment avec la question des demandes péremptoires. Donc, les demandes péremptoires qui peuvent être faites en vertu de 231.7. Puis, lorsque on arrive à ces demandes-là, ce qui est plus préoccupant, bon, on a élargi un peu la portée, on a rajouté le fait que maintenant, on peut demander non seulement pour des documents qui sont situés au Canada, mais on va pouvoir demander pour des documents qui sont situés à l'étranger, puis on va pouvoir demander ce type de demandes-là, puis faire les demandes d'ordonnance en matière... Ah, c'est bon. Donc, on va pouvoir aussi le faire pour la question de répondre aux questions de vive voix. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est lorsque on va se retrouver dans ces circonstances-là, lorsqu'on va avoir une ordonnance qui va être émise par la Cour pour avoir eu un défaut de se conformer. Donc, le contribuable va devenir passible d'une pénalité. Puis, il y a plusieurs problèmes avec cette pénalité-là, avec égard. Selon moi, je sais qu'il y a des gens de finance dans la salle, donc je vais quand même me garder une gêne, là, mais sincèrement, la plus grande, premièrement, il y a la question à savoir si cette pénalité-là, elle est automatique ou est-ce qu'elle est discrétionnaire. On peut, en regardant d'autres dispositions de la loi, penser qu'elle est automatique. Et en plus, on va peut-être regarder à se poser la question si la défense de diligence raisonnable est admissible, parce qu'on est dans une situation où, en théorie, on va avoir une responsabilité stricte, puisque ça va être automatique. Donc, les gens vont devoir se poser cette question-là. Ensuite, il y a le quantum. Le quantum, ici, puis je vais vous donner l'exemple. Par exemple, on a un contribuable qui a un impôt payable dans l'année d'1 million de dollars. Si la pénalité va être 10 % de ce montant payable total. Donc, par exemple, si l'ordonnance de non-conformité traite sur des documents pour une déduction de 100 000 $ mais la pénalité ne sera pas nécessairement, du moins de la façon dont on la lit et elle est rédigée présentement, ne sera pas sur le 100 000 $, elle va être sur le montant total, donc sur le montant de 1 million. Donc là, on se retrouve dans une situation où, un peu comme Olivier disait, est-ce qu'on est vraiment dans une pénalité plus administrative ou est-ce qu'on est dans une pénalité qui vise plus à punir et non prévenir un comportement? Puis ça va amener des questions où on va peut-être voir des débats devant les tribunaux sur la constitutionnalité de la pénalité. Un autre élément qui est quand même très important, c'est le fait que ici, on est dans des situations où qu'est-ce qui arrive si, au final, on n'a pas donné les documents pour cette déduction-là. On se retrouve à la Cour canadienne de l'impôt, puis finalement, le contribuable gagne. Il n'y avait pas de raison de refuser la déductibilité, par exemple. Donc, on a plein de questionnements qui arrivent avec ces éléments-là. Un autre élément qui est intéressant, c'est la suspension du délai. Donc, la période normale de nouvelle cotisation. On a ajouté certains événements qui vont, dans le fond, arrêter, donc suspendre la période normale de nouvelle cotisation. On en avait déjà. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu élargir. Puis, un des élargissements est vraiment par rapport au fait que, par exemple, on va parler de l'avis de non-conformité, mais lorsqu'on a, par exemple, l'avis de non-conformité qui est envoyé à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, bien, il pourrait avoir une suspension pour le contribuable. Donc, par exemple, on a parlé du professionnel tantôt. Le professionnel reçoit un avis de non-conformité. Peut-être normalement, il devrait avoir avisé le contribuable, mais le contribuable pourrait se retrouver dans une situation où il ne sait même pas que sa période normale de nouvelle cotisation est suspendue parce que quelqu'un ne s'est pas conformé nécessairement à un avis ou peu importe, à une demande de renseignement. Puis par ailleurs, la question de lien de dépendance, ça va si on est dans une question de lien de dépendance de droit,
Mais qu'est-ce qui arrive si on est dans une question de l'indépendance de fait? On sait qu'il y a beaucoup de débats devant les tribunaux à savoir si effectivement les gens agissent de concert, ces éléments-là. Donc, on va avoir des questionnements devant probablement la Cour canadienne de l'impôt à savoir est-ce qu'il y a vraiment eu ici un lien de dépendance? Est-ce qu'il y a vraiment eu une suspension? Puis en plus, ce qui est un peu préoccupant, c'est que tout dépendant la façon dont parce qu'à l'avis de non-conformité, par exemple, puis je vais y aller, là, mais je vais revenir, c'est que pour l'avis de non-conformité, c'est vraiment un avis qui peut être envoyé à tout moment, encore une fois, à une personne, donc pas nécessairement au contribuable. Puis, ce qui est prévu, entre autres, bon, c'est que ça peut être pour une partie, on est totalement en non-conformité, mais on peut être également partiellement. Puis, l'avis de conformité va être envoyé, puis à ce moment-là, bien, ce qui arrive pour la question de la suspension de la période normale, c'est qu'on se retrouve, par exemple, si on peut faire des demandes de révision. La première demande de révision qui est prévue dans la loi, c'est une révision administrative. Puis le ministre a environ 180 jours pour... mais pas environ, il a 180 jours pour revenir. Puis, dans la situation, je vais vous donner l'exemple, OK? On est à 60 jours de la fin de la période normale de nouvelle cotisation. Le contribuable reçoit une demande de renseignement pour une centaine de documents. Il a 30 jours pour y répondre. Finalement, il n'y répond pas ou partiellement. Et il reçoit un avis de non-conformité au 30e jour. En théorie, il reste 30 jours avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation. Donc, la suspension arrive à ce moment-là. Donc là, si le contribuable s'en va, il fait une demande de révision administrative, puis il se retrouve par la suite... bon, le ministre est d'accord, il annule l'avis de non-conformité. Ça va. La période normale de nouvelle cotisation, disons que ça a pris 180 jours là, pour obtenir la décision du ministre. Si on lit la disposition avant, là, la période est échue. Donc, le 30 jours qui restait ne revit pas. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf si, au lieu d'annuler, il dit que l'avis de non-conformité est valide. Donc là, on l'amène à un autre niveau. On peut aller en révision judiciaire à la Cour fédérale. Donc, le contribuable va aller en révision judiciaire. Puis finalement, le juge donne raison au contribuable, l'avis de non-conformité est annulé. Mais on se retrouve avec une situation où la période n'est pas échue. On se retrouve la période est allongée. Donc, il va rester un 30 jours tout de même aux autorités fiscales pour cotiser donc, on va être dans la période normale de nouvelle cotisation. Donc, il y a une certaine incongruité. L'autre élément aussi qui est important, c'est que la question de la révision administrative ou de la révision judiciaire, on est dans une question de raisonnabilité, c'est ça la norme. Donc, la question qui va se poser, est-ce que l'avis de non-conformité, c'était raisonnable pour le ministre de l'émettre? Donc, c'est une norme de contrôle qui est difficile. On l'a vu dans les dernières années devant les tribunaux. La Cour fédérale c'est quand même très rare que les contribuables vont gagner devant cette norme-là. Puis l'autre élément qui est peut-être un peu préoccupant par rapport à l'avis de non-conformité, c'est le fait que des fois, on a raison de ne pas vouloir se conformer. On peut penser au secret professionnel. Si on refuse de donner un document parce que, par exemple, on représente un client, puis nous, on prétend que le document est privilégié. Mais les autorités fiscales ne seront peut-être pas d'accord. Ils pourraient émettre un avis de non-conformité qui est passible d'une pénalité que Olivier a mentionnée. Puis ensuite, bien, jusqu'à un certain point, qu'est-ce qui arrive si, effectivement, on a raison, l'avis, on ne s'est pas conformé. Donc, dans les faits, l'avis de conformité est valide, mais peut-être qu'on avait une raison sous-jacente qui, elle, est bonne en droit pour ne pas se conformer. Puis, c'est pas exactement clair comment ça va être géré par les tribunaux. Est-ce que la pénalité va tenir? Donc, on se retrouve vraiment dans des situations où on a certains questionnements. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas adopté, mais on voit déjà en pratique, on en parlait Dominique et moi, par exemple, toute la question de la déclaration sous serment. Moi, je peux vous dire qu'il y a certaines des choses qui sont ici qui ont déjà commencé à être adoptées par les autorités fiscales, même si ça n'a pas nécessairement été adopté par le gouvernement. Puis, on commence à recevoir des demandes d'attestation, un peu comme, je suis certaine que vous en souvenez, pendant la COVID, pour la subvention salariale, on devait attester que tout était vrai
je l'ai reçu en anglais, le True and Accurate, donc vrai et exact. Puis maintenant, on a commencé à recevoir la même chose. On demande aux contribuables de signer une attestation lorsqu'ils reçoivent, par exemple, des questionnaires. Donc, à la fin de signer, ils disent que, par ailleurs, dans la lettre, c'est une obligation pour les contribuables de signer une attestation, comme quoi les réponses dans les questionnaires sont exactes et véridiques. Donc, on voit déjà qu'il y a un certain changement dans le climat. Puis ça va être intéressant de voir aussi comment toutes les nouvelles propositions, si elles sont adoptées, vont être interprétées. Voilà. J'essaie d'aller très rapide. On a terminé, mais écoutez, merci beaucoup, puis bonne journée.